Bonjour. Bonjour. On est trois aujourd'hui pour vous parler de votre premier 600 km, un brevet un grand défi. Mon nom est Marc Lusignan. Je suis membre du conseil d'administration du Club Vélo Randonneur du Québec depuis quelques mois maintenant. Avec moi, j'ai Frédéric Perman et Marc Bisaillon, un deuxième Marc, qui sont membres aussi du Club Vélo Randonneur du Québec. Donc, j'agis un peu à titre d'animateur ce soir aujourd'hui parce que je suis un peu désigné comme le rookie, comme le novice un peu, parce que je n'ai fait qu'un brevet de 600 km dans mon existence jusqu'à maintenant. Et ça m'a même pris un peu de temps pour oser me lancer sur une distance semblable. J'ai commencé à faire des brevets de longue durée en 2012. Et voilà, 12 ans plus tard, donc j'osais, je me jetais à l'eau et je faisais mon premier 600 km. Mais Marc et Frédéric, eux, ont beaucoup d'expérience sous la pédale. Ça va être nos deux puits de science aujourd'hui qui vont nous raconter un peu tout ce qui concerne la préparation et le déroulement d'un brevet de 600. On a décidé un peu ensemble au club d'organiser ce petit tutoriel-là, si je puis dire, parce que on reçoit beaucoup de questions des gens qui sont intéressés à faire des brevets de longue durée, particulièrement des distances comme celle-ci. Et puis voilà, donc on a dit, tiens, on va leur raconter un peu en quoi cela consiste. Alors, Frédéric a échafaudé un genre de table des matières dont nous avons convenu tous les trois. Donc, on va parler successivement de l'équipement pour faire cette randonnée-là. On va aborder la question de la nutrition, suivra la gestion de l'effort et puis enfin la gestion du sommeil. Donc, on comprend pour une randonnée aussi longue, c'est vraiment un facteur qui est très important. Je veux juste rappeler une chose pour que tout soit clair. Donc, un brevet de longue durée, hein, il y a des distances, c'est chronométré. Donc, on parle de 600 km et bon, vous avez pas 6 jours pour la faire, vous n'avez pas 2 jours non plus, vous avez 40 heures pour la faire. Et le temps qui vous est alloué, donc, c'est une petite variable de base là, que je veux bien répéter pour que soit bien compris. Le temps qui vous est alloué pour faire un brevet de longue durée, ce temps-là est égal au temps que vous auriez pris si vous étiez déplacé à 15 km à l'heure sans vous arrêter. Donc, un brevet de 600 km, ici au Québec, on débute à 5 heures du matin et donc 600 divisé par 15, ça donne 40. Alors, on vous alloue 40 heures pour le faire. Donc, au plus tard, vous devrez avoir complété le jour d'après à 21 heures. Donc, c'est ainsi que votre brevet sera homologué. Si vous le terminez au-delà, la distance ne sera pas homologuée, mais bon, on vous félicitera quand même parce que vous aurez quand même complété la distance dans un temps qui est quand même assez impressionnant. Mais donc, pour que le brevet soit vraiment reconnu, euh, il faut le faire en 40 heures et moins. Donc, si vous voulez bien, on peut se lancer dans notre premier sujet. Donc, c'est la question de l'équipement pour faire cette randonnée-là. Qui veut se lancer, Marc ou Frédéric? Ben, Moi, je peux débuter. je peux débuter Mhm. par rapport à l'équipement qui est recommandé. Premièrement, mettre un peu d'emphase sur la sécurité. C'est certain que sur un brevet de 600 km, vous allez rouler de nuit, de noirceur. Même si vous le faites le 20, 21 juin, vous allez rouler de nuit. Fait que ce qui veut dire avoir un éclairage actif avant, feu arrière, c'est obligatoire. Et une chasuble, veste Réfléchissante. réfléchissante pour la nuit. Et d'autres éléments qu'on va recommander aussi, ça va être des bracelets qu'on peut porter aux genoux. L'idée, c'est d'être vu, de porter des couleurs claires, éviter le noir si possible, mais vraiment d'y aller dans le clair. On va rouler de nuit. On ne sait pas le type de température qu'on va rouler. Est-ce que ça va être sous la pluie, par temps brumeux? Si c'est sous la pluie, ben, ça vaut la peine d'avoir un imperméable qu'on voit de loin, jaune, vert, mais s'il vous plaît, évitez le noir. On ne vous voit pas sur la route. Fait que vraiment, portez une attention à la sécurité. En ce qui a trait à l'éclairage, toujours penser en double. Il y a le A et le plan B. S'assurer que le plan B fonctionne.
ça soit sur une lampe à pile ou rechargeable via USB, mais s'assurer qu'on peut recharger le plan B et le plan A de le fait. Personnellement, mon éclairage de secours, mon plan B est sur batterie et je traîne toujours avec moi des piles appropriées pour autant le feu avant que le feu arrière. Euh, Ton plan A, Marc, c'est dynamo, c'est cela? Ouais, moi j'ai un dynamo. J'ai un dynamo avec un phare qui est à l'avant euh, dynamo et le feu arrière aussi est activé dynamo. Alors j'ai pas à me soucier, mais on n'est jamais à l'abri d'un bris. Alors toujours avoir le plan A, le plan B. Être vu, c'est vraiment important, là, c'est être vu. Qu'est-ce que je pourrais dire? Trousse de dépannage, il y a des choses, des fois, qu'on va pas, on va toujours apporter, je pense, chambre à air, des choses dans le genre, mais quelque chose qu'on oublie, une chute du vélo. Si le vélo chute, personnellement, je recommande tout le temps aux gens d'avoir une patte de dérailleur avec eux. C'est pas Bon, gros à traîner. Si votre vélo tombe et le dérailleur est croche, on ne peut pas réparer. La patte va être endommagée, vous allez tenter de la remettre droite, elle brise. Une patte de dérailleur, euh, un maillon rapide pour la chaîne. Ça coûte pas cher d'en avoir avec soi. Ça peut nous sauver sur la route là, si une chaîne de je, brise je- quoi que ce je me soit. permets une intervention, Marc ou Frédéric. Vous avez déjà connu ça, vous, un bris de patte de dérailleur, ou vous avez eu connaissance de quelqu'un qui avait eu un problème semblable? Oui, moi j'ai vu ça Bon, dans un brevet. Un vélo qui tombe à terre, qui est à côté et que, ben, je veux dire, le vélo était à côté était mal appuyé sur un mur. Il a tombé à terre et là, oups, le dérailleur est comme ça. Ben, le dérailleur est comme ça, c'est la patte qui a pris ouais. le coup. Et bon, ben, après ça, on l'enlève, on la remet, on est reparti. Même chose des chaînes qui brisent. Je veux dire, avec un maillon rapide, on peut réparer sur le bord de la route sans aucun souci, là. Moi, ce serait mes deux éléments que souvent les gens n'auront pas dans leur trousse de mécanique. On va penser à traîner chambre à air, tout ça. Même chose, un pneu de secours. Vous êtes loin des centres et souvent les magasins de vélos sont fermés. Il s'agit de rouler sur une roche, un gros morceau de verre et le pneu est déchiré. Eh bien, on peut remplacer, on remplace le pneu. C'est pas la différence de quelques onces qui vont changer quelque chose à la fin dans le temps du tout. Ce qui peut plus changer, c'est que si vous ne pouvez pas rouler, là, il y a un grave problème. Et on va mentionner une petite évidence, là. Je m'en excuse vraiment à l'avance, tu sais, mais c'est une distance de 600 kilomètres. Alors, on imagine que imaginez que vous faites six randonnées de 100 km, vous êtes plus longtemps sur la route, donc vous multipliez le hasard ou les risques d'avoir effectivement un problème. Et c'est pour ça qu'il faut, en quelque sorte, prévoir beaucoup et beaucoup plus pour couvrir tous les risques, parce que si effectivement on a un bris comme ça qu'on ne peut pas réparer, ben, c'est fichu, là, ça va être un abandon ou on va être vraiment très, très mal pris. Mhm. Non, Mm. puis surtout aussi pas jouer avec le feu. 600 km, comme tu viens de le mentionner, Marc, c'est quand même une longue distance. Et puis la capacité d'user prématurément du matériel. Si on part avec des pneus qui sont déjà entamés, si on part avec une chaîne qui a dépassé 2500 km, on prend un risque quelque part. La même chose pour les freins à disque, s'assurer que les pads soient en bonne condition. C'est pas drôle de descendre une descente avec des freins que les pads se collent directement sur le disque. Donc c'est des choses, le vélo doit être en bon état. De bon état. Personnellement, moi, dès que j'atteins 2500 km de la chaîne, je la change. Et puis pour répondre à ta question, oui, j'ai déjà vu à Paris-Brest quelqu'un qui a dû abandonner à quoi, peut-être 200 km de l'arrivée parce qu'il avait cassé sa chaîne. C'est d'une morosité, d'une tristesse affligeante de voir qu'on est capable de perdre un élément comme ça. Le pneu est définitivement une chose à prendre parce que on peut toujours réparer avec des rustines à pneus, mais on n'a aucunement la garantie que la rustine va être suffisamment importante pour réparer l'importance
potentiel grave d'une ouverture sur un pneu. Un pneu, moi, j'en amène aussi un pour les 600 km et au-delà, parce que c'est arrivé, comme les crevaisons, trois chambres à air, pour 600 km, il n'y a pas le choix. Samedi dernier, pour les 400, j'en amenais généralement trois. Là, j'ai voulu en amener deux. Ben, j'ai failli abandonner parce qu'il me manquait une chambre à air. Et puis, j'ai compté sur un bon samaritain pour pouvoir m'en fournir une à un moment donné. Donc, évitez de jouer avec le feu. Comme Marc le mentionne, les lumières, oui, d'avoir un plan B. Et tout dépendant comment qu'on recharge les lumières, que ce soit sous forme de petites batteries en plus ou autre, ou d'avoir une batterie d'appoint, mais d'avoir la batterie d'appoint qui soit connectée avec aussi les fils, les raccords d'origine. Ben, ça permet de recharger beaucoup plus vite les appareils électriques si on utilise d'autres fils qui sont ailleurs et autres. Ça, j'ai eu l'occasion de le remarquer, notamment quand on recharge son compteur, peu importe euh, Wahoo ou Garmin. Moi, j'ai remarqué avec Wahoo, si j'utilise un raccord qui n'est pas celui d'origine, la batterie se vide beaucoup plus rapidement. Hein. Donc, et d'avoir une grosse batterie, oui, ça pèse lourd, mais quelque part, on est tranquille en termes d'électricité. Il ne faut pas qu'on joue avec le feu là-dessus. Hein. Dites-moi, on a regardé sécurité. Qu'en est-il de l'alimentation durant la randonnée? Qu'est-ce qu'on apporte avec soi? Alors, ça dépend des individus. Hein. Il y a des individus qui sont capables de dire, bah, moi, je vais m'arrêter au contrôle et puis les contrôles vont me suffire pour pouvoir bien manger, puis j'ai pas besoin de manger entre chaque individu. C'est important que chaque individu puisse se connaître parfaitement. Il y en a qui disent, comme moi par exemple, il faut que je prenne, au bout de 50 km, généralement, il faut que je commence à prendre quelque chose. Je sais que je consomme beaucoup de glucides. euh, et donc, il faut arrêter au contrôle. D'habitude, au contrôle, même, je mange pas beaucoup, mais je mange entre temps. Il faut savoir que 600 km, il n'est pas rare que chaque individu va avoir une période d'hypoglycémie, une période où on va se sentir un peu moins bien. C'est un peu normal avec les efforts, la durée de l'effort sur le vélo, d'avoir un moment où ça va moins bien. Donc, un gel, une barre de figue ou une barre tendre quelconque, là, ça peut vraiment faire l'affaire, au même titre qu'au niveau d'hydratation, au niveau de l'eau, généralement, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai un bidon d'eau et un bidon avec des électrolytes, voire avec du glucide dedans, parce que, quelque part, bah, il faut nourrir le corps de façon régulière. Et puis, spécifiquement, s'il fait chaud, c'est de penser aux électrolytes, parce que avec la sudation, ben, on va avoir un déséquilibre au niveau du sang. Il va nous manquer des éléments pour apporter l'énergie au niveau des muscles. Et puis, ça va se traduire par des crampes souvent, parce qu'on n'a pas assez de potassium, pas assez de sodium, notamment. Hein. Puis quand on s'arrête de prendre des fruits, je sais que c'est pas forcément évident, mais si on arrive à la possibilité de trouver des fruits frais, alors c'est magnifiquement bon, là. Ça rafraîchit, puis c'est parfait en termes d'alimentation. Euh, c'est ça que je pourrais mentionner en termes d'alimentation. Je sais pas si Marc a des choses à rajouter là-dessus. Euh, Être constant dans son alimentation. Parfois, il va y avoir des contrôles, dépendamment, on essaie de les faire Un une temps régulier. distance que je vais appeler régulière. Régulière peut être n'importe quoi entre 50 et 140 kilomètres. Oui. Ce qui est le standard dans les brevets, c'est qu'il n'y a pas de standard. Euh, et on roule la nuit. Les commerces vont être fermés. Toujours avoir de la nourriture avec soi. Moi, j'ai toujours un gel ou deux euh, Oui. en cas de secours. Mais je me nourris pas avec ça, mais c'est toujours avec moi. C'est cas de secours. Personnellement, je me suis fait sur mon Garmin, je me suis programmé des alertes parce que par temps chaud, on va avoir soif, on va boire, mais souvent par temps qui est plus frais, ben, on ne ressent pas le besoin de boire, mais c'est très important de boire. Comme je me suis mis des alertes aux 15 minutes pour boire et pour manger aux 30 minutes.
et j'ai toujours un peu de nourriture avec moi, que ce soit des noix, des figues, des dattes, peu importe, mais une alimentation constante. Bon, c'est sûr qu'on va arrêter dans les contrôles. Parfois, on va arrêter manger une fois ou deux, un repas chaud bien assis. On va en profiter, ça va plus longtemps, mais d'être constant dans son alimentation et de ne pas faire des tests. 600 km, c'est pas une distance qu'on commence à faire des tests. Les tests, on les fait sur les petites distances. Tester des trucs sur des 60, sur des 100 kilomètres, le 600, c'est plus du test. C'est pas la place pour tester de l'équipement. C'est vraiment pas l'endroit. L'équipement qui est là a été testé et il n'est pas à tester. Il a été testé, il a été validé. Même chose avec la nourriture. Faut pas essayer les nouveaux électrolytes qu'on veut essayer. C'est pas l'endroit. C'est vraiment, vraiment pas l'endroit à faire ça. Ouais, tout ça. Ça, je Mhm. m'arrêterai à ça. Et un petit truc, on mange tellement de sucre, s'il vous plaît, traînez-vous une brosse à dents avec vous pour vous laver les dents. Vous allez tellement apprécier de vous laver les dents quelques fois parce que Un peu d'hygiène, oui, oui, pendant une son hygiène de parcours. base, mais la Ouais, ouais. bouche, le sucre, on est tellement écœuré. Vous lavez les dents à une fréquence, je sais pas, deux, trois fois par jour, mais c'est un très bon investissement d'apporter de la brosse à dents et un peu de pâte à dents. Ouais. Une hygiène de base, que je pourrais dire, ouais. Un dernier point que Frédéric avait noté, la crème de chamois. Il y a des précautions particulières à prendre pour un parcours aussi long? La crème de jour. Euh, euh, encore là, ne pas tester une nouvelle crème. Ne pas tester de nouvelle crème. En cas de flotte, si on a de la pluie, ne pas hésiter mettre de la crème. Aussi, ceux qui sont adeptes du rasage, ne vous rasez pas au niveau des parties intimes avant d'aller faire un 600. C'est vraiment pas une bonne chose à faire. Vous allez suer et tout le tralala. Et puis Euh, c'est la possibilité qu'on a des furoncles qui s'installent très 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 facilement parce que le poil va se rétracter et se retrouver dans un trou et c'est là qu'il y a une infection et puis ainsi de suite. Wow. Les furoncles se construisent souvent de cette façon-là, par un excès de sudation, et puis évidemment il y a une compression, et quand les poils sont rasés, il en reste toujours une petite partie qui quelque part se rétracte et puis font une infection locale. Puis les furoncles, c'est très 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 délicat à soigner, mais Marc le mentionne, la crème à chamois aussi quand il pleut. Quand il pleut, là, ça paraît pas, là, mais c'est pas uniquement que quand il fait chaud. Euh, mais encore une fois, chacun doit pouvoir regarder là-dessus. Puis il faut faire aussi attention que si on est très sensible au niveau du popotin, là, oui, c'est dû peut-être à sa peau, mais c'est regarder aussi son équipement. Je pense à la selle, la largeur de la selle. C'est bien important que les os iliaques soient bien sur le côté de la largeur, je crois, de 7 centimètres en arrière de la selle et évidemment la hauteur de selle. Alors, on a tendance à oublier, on peut se sentir bien plus puissant en ayant une hauteur de selle un peu plus haute. C'est évidemment, c'est à la longue, là, ça crée des frictions considérables parce que sans s'en rendre compte, on a des micros des débalancements, déhanchements de notre corps qui font en sorte que ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Mm. Et au bout de 10, 15, 20 heures, bah, il peut s'arriver qu'on soit totalement abîmé et c'est pas très agréable du tout, évidemment. Mm. Très bien, on va passer au deuxième sujet qui est celui de la nutrition. Euh, avant, évidemment, une randonnée comme celle-là, un parcours semblable, ça se prépare plusieurs jours à l'avance. Comment s'alimente-t-on en prévision de cet effort? Bon, bah, il y a du monde qui vont bah, faire attention à ne pas prendre d'alcool, pas prendre trop de manger normalement. De manger normalement. Il y a des adeptes qu'on appelle le régime scandinave, c'est-à-dire qu'on appauvrit le corps le lundi, mardi, mercredi en glucides. Et à partir du jeudi, on charge en glucides, glucides longs,
lents, type pâtes, patates, riz, pain, pour augmenter l'indication au corps qui doit faire des réserves en glycogène. Glycogène musculaire, glycogène hépatique au niveau du foie, et faisant en sorte qu'on démarre la journée du samedi matin avec des réserves maximum en termes de glycogène. Moi, j'ai essayé à coupe de reprises, puis je dois dire que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que pendant les trois premiers jours de la semaine, légumes verts, protéines, et les trois derniers jours, jeudi, vendredi, samedi, ou jeudi, vendredi plutôt, là, on charge énormément. On sait que les pâtes, c'est l'aliment ciblé du cycliste, et puis quelque part, c'est vrai, hein, c'est l'amidon, c'est des sucres lents. Ça se traduit par une accumulation, une libération constante du glucose dans le sang. Et puis ça permet de recharger notamment les batteries. Les batteries, c'est glycogène, c'est les réserves de sucre dans le muscle et dans les muscles et dans le foie. Donc, et puis pas oublier de s'hydrater. Euh, c'est ça la nutrition, à mon avis, avant. Et puis se connaître, hein, si on sait qu'on supporte pas trop le vin, puis qu'on a du mal à dormir avant, bah, c'est pas une bonne idée de faire un 5 à 7 2 jours avant un 600 et puis de commencer à prendre 3 verres de vin parce que on va très mal dormir 2 nuits avant. Puis évidemment, la deuxième nuit avant l'événement, c'est certainement la nuit la plus importante. On peut scraper la nuit avant la veille de l'événement. D'habitude, on ne dort OK. pas très 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 bien, mais l'avant-veille, ouais, l'avant-veille, Oui. c'est quand même une nuit où il faut vraiment être précautionneux pour s'assurer qu'on a un minimum de réserve. Hmm. Marc, les Euh, remarques? Ben oui, un peu dans le même genre, continuer sur les mots de Fred. Personnellement, moi, je vais avec les pâtes 72 heures avant, mais je m'empêche pas de prendre une bière ou deux le vendredi soir. Euh, mais je vais commencer à me coucher tôt le mercredi en prévision d'un départ un samedi matin, parce que c'est certain que personnellement, Fred et moi, on a de l'expérience dans les 600, mais je veux dire, la première fois qu'on fait ça, il y a une nervosité la veille. Hmm. Les gens ne Fébrile. dormiront pas, ils ont une Ah, fébrilité. oui, Personnellement, tout à fait. je commence à penser à un 600. Souvent, c'est le jeudi, le vendredi matin. Je dis, ah oui, j'ai un 600 à faire dimanche, samedi. On a tellement fait, ils sont tout le temps différents, c'est tout le temps dur, mais je, je, je suis plus fébrile par rapport à ça, ce côté-là a été, mais je veux dire, je ne ferai pas la fête un vendredi soir, et même si je me couche à 9 heures, je suis quand même debout à 3 heures ou 2h30 du matin parce que le départ est à 5 heures. Fait que la nuit est écourtée, Très courte. Ouais. est écourtée, tout Ouais. simplement. Ouais. Et alimentation constante, ouais, alimentation constante. Est-ce que tu dirais, je relance sur il y a une question qui me vient à l'esprit. Typiquement, quand on fait une randonnée comme celle-là, ben, on pourra en reparler peut-être un petit peu plus tard. Oui, c'était noté dans notre plan, mais typiquement, on va dormir peu pendant cette randonnée-là. Donc, d'où l'importance d'avoir fait le maximum de réserves de repos avant Mhm. de se lancer. Mhm. Ouais. Oui, parce que, oui, oui. Parce qu'on a 40 heures pour le faire. Il y en a qui vont le faire plus rapidement, donc vont le faire moins rapidement. L'important, c'est de le compléter parce que c'est pas une course. Après ça, bon, il y a des gens qui gèrent le sommeil de différentes méthodes, de différentes façons, qui ont besoin de X heures, mais c'est pas là qu'on va dormir 8 heures dans un. Ouais. On ne dormira pas 8 Je vais heures. quand même signaler mon cas justement l'an dernier où j'avais effectivement mal géré cette nuit-là, où je m'étais arrêté à 22 heures. Et puis, tiens, j'ai fait exactement ce que tu viens de dire qu'il ne fallait pas faire. Je suis reparti à 6 heures le lendemain, donc à Oh. 8 heures plus tard, et je m'étais mis dans le rouge. J'étais un peu en retard et j'ai stressé toute la journée, mais pour arriver finalement à l'heure, mais quand même, tâchons de ne pas nous mettre dans le rouge, là, de ne pas nous mettre en retard, là. Typiquement, hein, sur notre carnet de randonnée, tu sais, j'avais apporté celui du brevet de 600 qui est privé à Québec cette année, tu sais, mais les heures de passage sont inscrites sur le petit carnet, donc ça nous donne un guide un peu pour avancer. Fait qu'en général, on essaie de ne pas se mettre en retard. Et si on parlait de l'alimentation pendant la randonnée à ce moment-là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh,
Frédéric, par exemple, mentionnait qu'il fallait anticiper, il en a parlé un petit peu tout à l'heure, des moments où on a des crues. Tu sais, on peut souffrir de fringales à un moment donné. Ah, Moi, je me définitivement. souviens une fois où, bon, j'ai mangé, puis après, je me suis reposé une demi-heure là, pendant que ça rentrait, là, parce que j'étais complètement en panne d'énergie, puis après, ça allait beaucoup mieux. Là. Donc, Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive quasiment tout le temps. À chaque 600, j'ai une période, le dernier 600, le 600, le super randonneur que j'ai fait à Québec l'an dernier, je ne me rappelle pas avoir une baisse de régime forte, mais je me rappelle le 600 US, arrivé à Burlington, là, il fallait que je m'arrête au premier dépanneur parce que j'avais pas assez mangé à Wilmington avant. Et je l'ai regretté parce qu'en fin de compte, c'était pas à Wilmington, j'avais pas assez mangé, c'était que l'étape avant Wilmington était tellement exigeante. Elle aurait demandé que je mange beaucoup plus pendant cette étape-là et j'avais bouffé mes réserves. Wilmington, j'ai simplement mis mes niveaux mes réserves à peu près juste à niveau. Puis jusqu'à Burlington, ça montait, c'était assez vallonné. À ah, Burlington, j'étais euh, cuit. Ouais. puis, je voulais pas trop toucher dans mes réserves de bouffe, parce que j'ai dit, il me reste encore 300 kilomètres. Et donc, c'est d'apporter aussi suffisamment de réserves, d'alterner entre des bars. Moi, j'achète des bars figues à Costco, puis des bars de noix, enrobés de chocolat aussi à Costco. Je prends des gels aussi. Les gels, c'est magique parce que les gels, ça donne un coup de fouet tout de suite. Mais Rapide. faire attention aussi que chaque corps est différent, donc il faut apprendre à se connaître. Puis comme Marc le mentionne, c'est pas le temps de faire des essais dans un 600. De le faire dans le 200, 300, oui, même dans des 160, des 100 ou des 60 kilomètres comme Marc le mentionnait, oui, mais pas à 600. De faire attention pendant la rail, de pas trop mettre des boosts de sucre. Le pic d'insuline, ça existe. Le coke, c'est bien beau. Moi, j'adore le coke dans les contrôles. Il y en a qui vont prendre du Red Bull et des choses comme ça, en plus de faire bouger le rythme cardiaque, de le faire pomper un peu trop fort. Ça donne l'indication au corps, au pancréas, de sécréter de l'insuline pour aller stocker le surplus de sucre qu'il y a. Puis l'information est telle que le pancréas va sécréter beaucoup d'insuline et va enlever une grosse partie du glucose qui va nous mettre en hypoglycémie. C'est ce qu'on appelle le pic d'insuline qui arrive généralement une demi-heure, 45 minutes après avoir pris une surcharge de glucose. Donc moi, c'est pas rare que quand je prends un coke, une demi-heure, 45 minutes après, je prends une barre pour éviter que j'ai la... Mais chacun agit de façon différente. Mais c'est déjà arrivé que j'ai pris un mur. Je dis, c'est pas possible, j'ai pris un coke, là, ça me donne un bon coup d'énergie. Puis, je pogne un mur. Bah oui, mais j'ai pris un pic d'insuline. Mon insuline était trop importante et elle a enlevé tout le sucre, elle l'a restocké ailleurs. Et en attendant que ça soit relibéré, ça prend un peu de temps. Et puis en attendant, bah, il faut faire face à la fringale. Donc, et puis, il ne faut pas aussi prendre. Le corps est une bébête qui est capable de très, très bien récupérer. On peut frapper un mur. C'est normal de frapper un mur quand on fait un 600, mais c'est normal de se sortir, de frapper un mur aussi dans un 600. On rentre et on sort d'un mur aussi rapidement que si on était entré. Donc, le corps a une capacité fantastique de pouvoir s'ajuster. Il faut simplement être un peu patient et puis de dire, OK, ça va passer, je passe un mauvais moment, mais ça va passer. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait de 600, oui, vous allez certainement frapper un mur à un moment donné, mais nourrissez-vous bien, buvez suffisamment, et puis soyez patient. Euh, Peut-être mettez-vous des mini-objectifs en disant, mon objectif principal, c'est d'arriver au prochain contrôle. Je pense même pas à l'arrivée, je pense au prochain contrôle. Oui, Je vais me célébrer mentalement, je vais m'offrir une bonne crème glacée. Moi, je travaille tout ça avec des mini-objectifs oui, qui me permettent de me stimuler et de dire, je ne regarde pas la grande ligne d'arrivée, elle est trop loin. Je regarde une ligne d'arrivée qui est devant moi, qui est accessible, qui est stimulante, qui est motivante, qui est atteignable et qui va faire en sorte que quand j'arrive à cette ligne-là, je le célèbre en me payant quelque chose qui va me faire plaisir. Et bah, ça remonte mon mental, je célèbre une victoire quelque part, je célèbre moi-même une victoire en termes mental, et ça me permet de repartir sur une énergie saine et propre pour la prochaine étape. En attendant, oui. j'avance.
Très bien. Alors, donc, petit à petit, justement, et ça me rappelle ce que tu dis, Frédéric, je pense que c'est Pascal Philippe aussi qui faisait ça, qui se donnait des objectifs. Tout le monde le fait, hein? Donc, prochain contrôle, puis je vise ça, puis ensuite, je me récompense, effectivement. Donc, on avance, on finit par compléter, on est heureux, on a fait la distance, mais bon, la récupération, la nutrition, c'est important aussi après la randonnée. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet-là, là? On doit refaire nos réserves, là. Bah, on va passer, j'ai trop parlé, peut-être Marc à son tour. Ouais, ben pour la nutrition, ben personnellement, on- peu importe comment on va boire dans un 600 km, on boira pas, ne pas hésiter à réhydrater son corps après. Oui, la bière, elle va être bonne, mais quand vous arrivez, s'il vous plaît, prenez pas juste de la bière, allez-y avec de l'eau, réhydratez votre corps. Vous avez besoin de. Je sais que personnellement, moi, Qu'est-ce qui m'attend toujours à l'arrivée, c'est une salade de fruits. Je veux dire, j'ai un besoin de manger des fruits qu'on n'a pas toujours trouvé lors de la randonnée. Euh, Moi, d'y aller mollo, peut-être lâcher le sucré un peu parce que vous allez en avoir mangé du sucre, consommer du sucre. Euh, boire de l'eau pour refaire les fluides tout simplement. Et moi, ce serait pas. Personnellement, moi, quand je fais les 600, c'est un peu la récupération. Je vais en massothérapie parce que votre corps va être démoli. Fait qu'au lieu d'avoir un corps démoli pendant, je sais pas, 72, 96 heures, ben, je vais en massothérapie 24 heures, ça dure 24 heures. Et oui, j'ai une fatigue, mais j'ai plus de maux de dos, de jambes et tout. Mais j'ai été en. Fait que je me prends des rendez-vous en massothérapie, 600 km et plus, c'est toujours, ça fait partie de la randonnée, là. Ouais. Je pourrais Sage rajouter conseil. peut-être refaire le plein de protéines. Les chaînes Mm. musculaires ont été fractionnées au cours de l'effort. On peut avoir des douleurs musculaires dues à un surplus d'acide lactique dans les muscles, dans les lactates dans les muscles. Et les fibres musculaires ont besoin d'être reconstituées et le corps a besoin d'un surplus de protéines. Souvent, on dit que l'intérêt, c'est de reprendre des protéines quelque part 1 heure après la fin de l'effort. Bon, mais si on le prend 2, 3 heures après, c'est pas plus mal non plus, là. Mais de refaire le plein de protéines, parce que souvent, pendant toute la ride, on va bouffer du glucide, on va bouffer du glucide, bouffer du glucide. Et on va avoir un écœurantite de sucre, ça c'est certain, là. Euh, de l'eau, évidemment, comme Marc le mentionne, avec des électrolytes, des vitamines C et autres, des différents types de vitamines. Mais les protéines, là, des œufs, du jambon, du poulet, de la dinde, généralement des protéines faciles à digérer, pas de la viande rouge, parce que c'est très, très, très lourd à digérer. Le corps est déjà exténué là-dessus. Le bienfait de la Absolument. viande rouge, c'est notamment c'est le fer que contient la viande rouge. Le lendemain, par exemple, on peut se payer un bon steak, là, ça va faire du bien, là, mais le jour même, peut-être pas, parce que le corps est tellement usé par tout ce qu'on a fait et on lui a demandé un moment de digérer. Il ne faut pas oublier qu'on demande à peu près 500 calories à l'heure. Donc, on est incapable de pouvoir nourrir le corps. On est en déficit alimentaire pendant les 40 heures de l'effort. Donc, c'est pas temps de le surcharger avec des efforts supplémentaires, avec qui demanderaient une digestion plus compliquée en fin de compte. Donc, oui, l'hydratation sans aucun doute, de boire beaucoup, 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 beaucoup d'eau pour éliminer, et puis des protéines pour reconstituer les chaînes musculaires. Très bien. On va passer au troisième sujet qui est la gestion de l'effort. Ouais. Qui veut se lancer? Euh, Euh, oui, ah, ben, Marc. je commencerai. Ben, gestion de l'effort, on a un motto chez les randonneurs, LSD, Long Slow Distance. Euh, un village à la fois et ça donne rien de partir comme en fou, comme des lapins, comme des lièvres. La distance est tellement longue, on ne sait pas le type de parcours ben, on peut le savoir, mais le dénivelé, les conditions, d'en La garder pédale. sous la pédale et y aller en zone 2.
faut être zone 2, ben, c'est pas compliqué. C'est que tu peux parler à la personne à côté de toi, puis tu n'es pas essoufflé. En gardant sous la pédale, euh, de garder tout simplement de faire attention à son énergie, toujours en garder. Jamais, jamais aller dans zone rouge. C'est pas 100 km qu'on fait là, c'est 600 km. On dirait en général que au niveau des développements, on prendrait peut-être un braquet plus facile que lors d'une randonnée standard. On mouline un peu plus. On ne travaille pas en musculaire, on ne travaille pas en force, en tout cas, non? Ben, ça dépend. Personnellement, moi, je travaille pas en force. Je mouline beaucoup. Il y en a qui vont Oui. travailler plus en force. Ça dépend du type. Mais si vous êtes habitué de tirer un rapport Y sur Mhm. 100 km, peut-être que vous ne serez pas capable de tirer ce rapport Y-là rendu aux 550 km. Fait que ça vaut peut-être, personnellement, j'ai un rapport de vitesse qui est moins de 1 pour 1. Parce que je sais que dans des côtes, habituellement, sur une randonnée de 50 km, je ne me servirai jamais de ce rapport-là. Mais sur la même côte, rendu au 550e kilomètre, il est bien apprécié ce rapport de vitesse-là Tout à fait. qui est moins de 1 pour 1. Avoir l'éventail le plus large de... Vous n'avez pas besoin d'avoir, si on parle de technique, vous n'avez pas besoin d'avoir un pédalier comme dans les années 70, 53, 42, là. On n'est plus là, là. Je veux dire, c'est des plus petits plateaux, c'est des plus grands, les pignons à l'arrière, c'est plus gros, etc. C'est d'avoir vraiment une amplitude au niveau des développements et de ne pas hésiter à mouliner, là. Et pour préciser les choses, quand tu parles, que tu dis que ton rapport est inférieur à 1, c'est-à-dire c'est le nombre de dents du plateau divisé par le nombre de dents du pignon. Par exemple, si on a, je ne sais pas, moi, un plateau de 32 puis un pignon de 34, ben 32 divisé par 34, ça donne un rapport qui est inférieur à 1. Ça, c'est une vitesse qui est Oui, vraiment, vraiment facile. oui, oui, c'est ça. Il y a Oui. même des gens qui vont avoir un plateau de 32 en avant, puis qui vont avoir un pignon en arrière, je sais pas moi, qui vont avoir du 38 ou même du 40 là. Bon, mais on est d'accord, c'est gros à l'arrière, mais Ouais, quand on monte une côte, quand on se tape un 14, un 15% au ouais. 50e kilomètre, ce qui est possible de rencontrer au Québec, des côtes de 15%, euh, on apprécie d'avoir un large éventail au niveau des rapports de vitesse. Mhm. Fred, je sais que Ouais. toi, tu peux être un peu plus sur la force, je pourrais dire. Ouais, moi, non, mais c'est sûr que après, on pourra parler aussi de la motivation qui nous anime à participer à un 600. Mais une chose est certaine, c'est que très, très, très souvent, j'observe, moi, que mon rythme cardiaque à la fin est descendu. Donc, c'est synonyme que mon corps dit, wow, 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 c'est calme-toi, là, tu es en train d'aller dans tes réserves. Et évidemment, mes braquets, mes rapports sont beaucoup plus légers qu'ils n'étaient au départ. Moi, je roule souvent en 52, 53, 17. Ça, c'est mon braquet traditionnel. Et puis, je monte les côtes en 36 ou en 34. Et puis, je suis entre 17 et 25 à l'arrière. Je peux monter du 28, du 30. J'ai du 28 et du 30 en réserve que j'utilise pour donc 36-30, 36-32. Donc, moi, je suis dans un peu plus de 1 quand même. Mais je dis pas que c'est bien, qu'est-ce que je fais, Ben, tu mais, as les jambes pour quand même. mais Je veux ouais, dire, quand... ouais, puis je me sens bien à mettre de la puissance sur les pédales. Et ça m'a joué des mauvais tours au départ, hein. Les premiers 600, les 400 que j'ai fait, Hein? je me rappelle le premier 400, au bout de 300 km, je ne pouvais plus avancer, j'étais brûlé totalement. Euh, et d'alterner aussi les positions sur le vélo. Hmm. De jouer sur une chaîne musculaire différente en se mettant en danseuse, par exemple, plutôt que d'être toujours assis. Si on est assis, qu'on a du 6-7%, OK, on va faire travailler plus au niveau des quads et autres. Quand on dépasse les 7-8%, là, on a évidemment on a le poids qui devient encore plus important et on va utiliser le haut du corps, notamment toute la ceinture abdominale et puis les lombaires. Donc, on fait travailler beaucoup plus de muscles
La gravité faisant en sorte que si on se met debout sur les pédales, on va travailler beaucoup plus le haut corps, on va économiser un peu plus les jambes. Donc, c'est de jouer sur des éléments comme tels. Puis si une fois on a envie de jouer gros parce qu'on se sent bien poussé sur les pédales, bah, de dire d'alterner la fois d'après, je vais tourner un peu plus souple au niveau de la cadence. Mais si on veut s'épargner, s'économiser, c'est jouer sur une cadence très souple, c'est évident. De tourner, allez, 90 de moyenne, parfois ça peut être compliqué, mais entre 85 et 92, 93, et en montée de tendre au-dessus de 65, voire 70. Mm. Et ça se travaille, hein, ça se travaille, parce que le rythme cardiaque peut avoir tendance à augmenter au départ, mais dès qu'on est habitué, on est parfait. Là, on sauvegarde totalement notre chaîne musculaire. Bah, on regarde, comme Marc le mentionnait, il y a 30 ans, 40 ans, les gens étaient en 52, 53, 42, et Ouais. puis ils avaient un 13, 25 ou 13, 24 à l'arrière. Euh, Aujourd'hui, on est du 52, 53, 34, 30 ou 36 à l'arrière, enfin, un petit plateau, et puis du 12 ou du 11 jusqu'à 34 à l'arrière. Donc on mouline. Ça a été prouvé, ça a été prouvé scientifiquement que le fait de mouliner, bah, en mettant un peu de torque dessus, bah, ça nous permet d'avoir une vitesse qui est largement importante dans la durée. Euh, mais après, c'est comment on se sent, hein. Moi, je sais que des fois, je fais des choses qui sont pas bonnes en termes d'entraînement, mais je me sens bien, ça me nourrit mon mental à appuyer sur la force. Et puis, quelque part, j'essaye de trouver un équilibre entre me faire plaisir, même si je sais que j'hypothétise mes réserves et puis ma force musculaire sur la fin. C'est juste un équilibre. Mais prendre soin que si on veut pas se tromper, la cadence, on tourne en souplesse. Et puis même si on va moins vite, c'est pas plus grave. Le premier but pour tout le Ouais. monde, c'est de finir. On veut finir. Le temps, c'est en second lieu. Ça sert Ouais. à rien de dire, ah, j'ai fait 300 km en 10 heures et puis d'arrêter au 320e kilomètre parce qu'on est brûlé. Personne ne se rappellera qu'on a fait 300 km en 10 heures avec une moyenne de 30 avec les arrêts. Tout le monde Oui. se rappellera comme quoi on ne l'a pas fini. Donc l'important, Oui, c'est de le sur le finir. tableau, ça va être écrit abandon, c'est ça. Exactement. Donc l'importance, c'est absolument de le finir. C'est le premier objectif que tout le monde doit avoir. Et puis je crois que tout le monde a quand on commence un brevet. Après, on peut mettre du qualitatif autour. Mais il faut le qualitatif, c'est faire attention. C'est la même chose au niveau de la largeur des pneus. Maintenant, on peut avoir des pneus du 30 qui va aussi bien que du 25. Scientifiquement parlant, la médiane semble être autour de 27-28 où c'est les plus efficaces. Faire attention aussi à pas trop gonfler les pneus quand il pleut. Moi, je me suis fait avoir en Italie cette année où j'avais gonflé, j'aime ça avoir des pneus très durs. Il pleuvait, j'ai freiné avec mes freins à disque sans m'en rendre compte. La roue, frein à disque, on est capable de vraiment gérer bien les freins. La roue a bloqué et je me suis retrouvé à terre. Wow. Puis je dis pourquoi je me suis retrouvé à terre? Bah oui, bah, je suis un imbécile, mes pneus étaient trop gonflés. Donc À quelle pression était-il gonflé? moi c'était du 9.2, mais je devrais être à 8.8, 8.7 à peu OK. près là, En pour du barre. 25-28. Tu sais, moi c'était du 25 en Italie. Oui. Euh, donc, c'est à jouer là-dessus. Il faut mieux avoir des pneus. Alors, il faut qu'ils soient gonflés parce que s'ils sont pas assez gonflés, ils sont plus propices à la crevaison. Mais ça sert à rien qu'ils soient trop gonflés parce que au niveau du confort, on a quelque chose qui nous tape dessus. Puis après, si on se plaint comme quoi on a mal aux fessiers, on a mal aux mains parce qu'on peut avoir les mains qui sont endolories, on peut avoir le métatarse qui peut être bloqué. On peut avoir des mal aux coudes, aux épaules. C'est que les pneus sont trop gonflés il faut faire attention à ça aussi. Moi, j'avais des maux de dos, hein, alors j'ai vraiment appris à moins gonfler les pneus. J'étais de la vieille école. Je les gonflais beaucoup trop, puis je développais des maux de dos très tôt dans les randonnées. Donc, c'est Ouais. beaucoup mieux depuis qu'on gonfle un peu moins les pneus. Fred, tu avais parlé, tu avais écrit le rythme cardiaque. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire là-dessus? Bah, On utilise souvent des cardio-fréquence-mètres là, ouais, sur nos vélos. le cardio-fréquence-mètre fréquence-mètre est intéressant, comme Marc le mentionne, c'est de travailler en zone 2.
Allez, on peut s'amuser en zone 3 de temps en temps, mais jamais en zone 5, ça c'est sûr. Alors, si on voit du monde qui commence à avoir une pulse qui commence à dépasser les 150, tout dépendant les individus. Mais moi, à 150, je suis déjà, je suis déjà en zone 4, moi. Moi, j'ai un cœur qui bat très, très, très lentement, hein. Il descend en dessous de 40 très, très, tout le temps, en fin de compte, dans les nuits, hein. Moi, je suis en zone 2 à 115, 120, 125, 100 plus. Je suis déjà, c'est ma fin de ma zone 2. 130, je suis en zone 3 déjà. Donc, parce que quand on est en zone 2, on est en phase d'aérobie. C'est-à-dire que nos sucres sont suffisants pour pouvoir fournir l'énergie au corps. Si on passe en phase d'anaérobie, là, c'est une absence d'oxygène. Donc là, on veut utiliser les réserves du corps. Notamment, c'est là qu'on va créer des toxines au niveau du corps et ainsi de suite. Et donc, ça sert à rien. Le but, ça sert à rien. Donc, on peut être dopé par l'effort dans une côte, mais quelque part, on va finir par le payer. Finir par le payer parce que si on monte trop fort le rythme cardiaque, mais c'est important aussi que dans l'entraînement de travailler sur les zones 4 et 5 parce que si on a une zone 4 et 5 qui est bien travaillée, ça permet à la zone 2 d'être beaucoup plus haute. Donc c'est une pyramide en fin de compte. L'échelle des intensités d'effort sont clairement mesurées par rapport à, évidemment, ceux qui s'entraînent l'hiver sur des vélos stationnaires avec des capteurs de puissance. On est assez à l'aise de voir nos différentes zones d'intensité, mais c'est pour ça que travailler sur des intervalles bon, on sort peut-être un peu du sujet, mais permet de faire en sorte que la zone 2 augmente et ça nous permet donc d'aller plus loin dans l'effort sans s'en rendre compte et sans souffrir et sans mettre un once d'effort de plus, en fin de compte, d'aller plus vite sans mettre un once d'effort ou de garder la même cadence, le même effort, mais beaucoup plus longtemps. Euh, c'est ça, mais donc la zone 2 ça se travaille, mais ça ne se travaille pas forcément en zone 2 ça se travaille aussi en zone 3 4 et 5 voire 6 ou 7 si on veut aller un peu plus loin, mais bon, là on sort un peu du domaine, on est dans l'entraînement et Oui, c'est intéressant, mais le temps file. Il y a encore une mention que vous aviez indiquée qui était, et c'est quand même important lors de ces grandes randonnées-là où il peut faire effectivement, on peut faire face à des conditions météo qui sont difficiles et notamment la canicule, la gestion des refroidissements lors des arrêts. ouais. Euh, bon, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, Moi, Frédéric? c'est bien important et ça, encore une fois, chaque individu est différent. Moi, très souvent, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, quand je repars d'un contrôle, je grelotte. J'ai froid. Qu'est-ce que je fais? J'emmène une petite veste réchauffante que je mets en partant du contrôle. Alors, quand il pleut, c'est différent parce on est dans une situation un peu particulière. Mais même en été, j'ai une petite veste supplémentaire quand je pars parce que être sur le vélo et grelotter, c'est insécurisant au départ. Maintenant, je sais que ça dure 5 à 10 kilomètres, mais c'est pas très confortable. Et parce que le corps revient à se réhabituer, on vient de l'habituer à se reposer, et là on lui dit, hey, il faut redémarrer, puis il n'est pas vraiment en accord, parce qu'on a déjà fait 300, 400, 200 kilomètres, et puis de penser qu'on peut déjà ressentir la fatigue après 200 kilomètres, et de dire, il me reste encore 400. Mais la fatigue est très ondulante dans le temps, elle permet de partir, de revenir, on peut sentir mieux, et ainsi de suite, de bien penser qu'on se sent mieux, c'est le temps de se nourrir, pour faire face aux prochaines échéances qui risquent d'être moins faciles. Donc il faut accepter que on a vraiment, c'est pas une ligne droite, c'est pas linéaire le sentiment de fatigue. Mais tu mentionnais un élément que je voulais ajouter, puis je me souviens plus du thème que tu venais juste de parler, Marc. Euh, Tu parlais des refroids. ah oui, oui, c'est ça. Une chose que j'ai remarqué là, au Québec, on n'a peut-être pas de longues côtes. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, notamment que nos amis de Seattle avaient fait en Italie, puis je dis, ça, c'est une chose à faire. Quand on a une côte qui dépasse les 5, les 10 kilomètres, eh ben, de se dévêtir. On va avoir trop chaud. Quand on arrive en haut, de se revêtir, Tout à parce qu'on fait, a la bien sûr. descente qui arrive derrière. Oui, oui. Moi, je voyais les gens de Seattle, là, au Miglia, en Italie, en 2021. Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils s'arrêtent? Je ne comprenais pas. Puis je les voyais se dévêtir en bas, puis en haut se revêtir. Puis moi, j'arrivais au contrôle, j'étais tout trempe, tout mouillé,
Et puis, je venais de voir une descente, j'étais tout mouillé et froid en même temps. C'est pas sain, c'est pas efficace. Donc, de prendre note que ça peut être important dans certains cas, on vient de faire un gros effort. Bah, après qu'on a une descente, de ne pas avoir peur de dire je mets une petite veste, spécifiquement la nuit. Parce que la nuit, avec l'humidité, si on longe à lac, on va le sentir rapidement, les différences de température. Ça ne va pas être long. Et puis, d'avoir froid, là, c'est pas un sentiment très agréable. Hein. Oh non. Marc, quelque chose à ajouter sur la gestion de la température? Euh, Prévoir tout, tout simplement. Euh, On va partir le matin. Je parle de la prémisse qu'on part à 5 heures le matin, mais on est dans les zones urbaines. On va se retrouver à l'extérieur de Montréal, de Oui. Québec, dans la nature. Il y a pas autant de béton. C'est beaucoup plus frais qu'en Mhm. ville et c'est pas la même température. Très humide, rouler la nuit. Quand on n'est pas habitué de rouler la nuit, d'apporter du linge, je veux dire, un boff, des gants longs, des couvre-chaussures, même l'été, parce que l'été, Tout à il ne fait. fera pas, à moins d'exception, mais la nuit, il ne fera pas 20 degrés la nuit, là. Ouais, La ouais, température va descendre. tout à fait. C'est pas rare d'avoir du 5, 4 degrés la nuit si on est au mois de juillet dans le coin de lac Mégantic, Mhm. d'apporter des, d'y aller en système de couche pour l'habillement et comme Fred mentionnait, ben, se déshabiller avant de monter une côte, on s'habille en descendant, de ne pas hésiter à arrêter pour avoir son propre confort. Ouais, ça peut être très dangereux, là, je veux dire. Moi, je mets une petite laine aux arrêts, là. C'est sûr que, tu sais, on s'est beaucoup activé, donc on s'est réchauffé. Lorsqu'on s'arrête, puis si on s'arrête plusieurs minutes, le corps se refroidit, tout ça. Si on veut repartir, être quand même confortable, pas grelotter au départ. Donc, en tout cas, moi, je mets rapidement une petite laine, un coup de vent, quelque chose lorsque je m'arrête. Mm. Ouais. On va passer au dernier sujet. On parle beaucoup, mais c'est le fun. Je pense qu'on dit beaucoup de choses intéressantes. Donc, la gestion du sommeil. C'est particulièrement important. Là. On se lance pour quelque chose qui pourrait durer jusqu'à 40 heures. Je l'ai mentionné tout à l'heure, moi, l'aventure que j'avais vécue, où je trouve que j'avais dormi trop longtemps. Bon, bref, la gestion du sommeil. Qui veut se lancer là-dessus? Tiens, j'ai Marc sur l'écran. Marc, gestion du sommeil. Euh, bon, il y a possibilité de faire un 600 d'une traite. On part puis on n'arrête pas. Ça veut dire n'arrête pas, ça veut dire qu'on ne dort pas, ce qui n'empêche pas peut-être de faire des micro-siestes. Habituellement, les gens vont dormir minimum de deux à 4 heures, 5 heures de temps. Après ça, c'est de déterminer où on va dormir. Est-ce qu'on va dormir à l'intérieur, un motel, auberge, quoi que ce soit? Euh, Est-ce qu'on va se retrouver à dormir à la Belle Étoile? À la Belle Étoile, ça veut dire qu'il faut penser d'avoir pas juste une couverte d'aluminium, vous Des allez jouer jouets. en forêt, c'est certain. Peut-être que vous allez vous retrouver dans des guichets automatiques, endroits très sécuritaires, chauffés, il y a des caméras. C'est déjà arrivé à certaines personnes. En cas de panique, guichet automatique est un bon endroit pour aller se coucher. Il y en a de moins en moins, mais ça, c'est une autre chose. Ouais. Euh, Après ça, pour le sommeil, moi je dirais sur les 600 km, ne pas rouler seul la nuit. Rouler au minimum en paire. Souvent, on va traverser des zones qui n'ont pas de couverture cellulaire. De toujours penser à la sécurité. Et ben, vous avez des gens qui vous attendent à la maison et ils veulent vous revoir un morceau, puis on veut les revoir. On travaille le lundi, on a la famille et tout. Toujours penser à votre sécurité. Les performances, il y a toujours quelqu'un qui va être meilleur que vous sur la planète. Alors, Ouais. moi, j'ai accepté ça il y a longtemps. Je suis là pour avoir du plaisir. Euh, Sommeil. D'étudier le parcours. Si vous participez à des brevets avec le club,
les parcours sont mis en ligne plusieurs mois à l'avance. Fait qu'il y a possibilité de chercher des endroits où vous allez pouvoir dormir, réserver à l'avance. Pensez pas que vous allez réserver dans le La courant de veille. la journée. C'est complet ou il n'y aura pas de place. Fait que le prévoir à l'avance. Après ça, la fourchette où vous allez dormir, tout dépendamment, tout dépendant de s'il y a des choses disponibles, le, le dénivelé que vous allez vous retrouver. Il y a des gens qui vont dormir à 300 kilomètres, il y en a qui vont dormir à 400 kilomètres, il y en a qui vont dormir à 350, il y en a qui ne dormiront pas. Euh, il y a les plus conservateurs au début, des gens qui disent, ah, je vais le faire d'un coup. Si tu n'as jamais fait un 600 km la première fois, c'est de se mettre une marche très haute de penser qu'on va le faire As-tu déjà fait, toi, Marc, d'un coup, sans dormir? Oui, je l'ai fait une fois. Wow. Je l'ai fait une fois, les conditions, mais je n'étais pas parti dans l'optique de le faire. Mhm. J'avais un endroit de réservé et les astres s'alignaient. On avait les vents de dos, puis quand on est venu pour revenir, les vents ont changé et on les avait dans le dos au retour. C'était condition Idéal. parfaite. Mais Ah je veux oui. dire, j'ai payé par après. Mm. Euh, Au lieu de prendre 24 heures, de m'en mettre droit, ça m'a pris 72 heures parce que le corps en a mangé, là. C'est très, très dur, là. La petite différence de dormir le 3-4 heures versus ne pas dormir, ça hypothèque beaucoup, beaucoup le corps. Mais après ça, de respecter votre corps. Il vous parle, il vous envoie des Tout à signaux. fait. Frédéric, je pense que tu es plutôt coutumier, toi, de ces aventures-là, sans sommeil, non? Ouais, moi, je le fais. Au départ, quand je fais mon premier 600, je crois en 2010. Je crois que c'est ouais, 2010. Je dormais à Lennoxville. Je me rappelle, le premier 600, je l'ai fait en groupe. On était 7 ou 8 à traverser Mégantic Mégantic à Lennoxville. Et puis, progressivement, j'ai commencé à peut-être 2013-2014 à le faire direct. Mais moi, Allons-y. j'avais des soucis je dormais sur le vélo. Je pédalais et je dormais. Et Wow. c'est m'arrivé une paire de fois que je me réveille au moment où le vélo déviait et commençait à sortir de la route. Donc, je faisais des micros, je m'endormissais pour une fraction de seconde, mais j'étais parti. Donc, Marc l'a mentionné au départ, là, roulez au moins à deux parce que vous ne savez pas comment votre corps va fonctionner. Et si vous dites, je veux passer la nuit, il va se passer un moment où votre corps va vous dire, qu'est-ce que tu me fais là, là? C'est pas normal, qu'est-ce que tu me fais là? On va commencer à avoir sur des frissons, un peu des nausées. Euh, Souvent, ça peut arriver à la fin de la nuit, vers 4, 5, 6 heures le matin, tout dépendant quand le soleil se lève. Euh, Là, de prendre note, de bien s'alimenter et de ne pas surestimer sa vitesse pendant la nuit. Généralement, on roule moins vite la nuit. Quand on est tout seul, c'est C'est bien plus morose, c'est prudent de toute façon. maussade, on voit rien. Le Ouais. temps passe pas loin, pas vite. Le temps passe pas vite du tout. Quand Mhm. on est tout seul, il faut se préparer mentalement en disant, tiens, je remémore tous mes 600 que j'ai fait, je me rappelle d'un tel, ainsi de suite. Il faut que l'esprit soit, il faut qu'on ait quelque Oui. part il faut qu'on ait il faut qu'on soit à trois, il faut qu'on ait l'esprit, soi-même et le vélo, et qu'on se parle tous les trois. Moi, j'ai appliqué certaines techniques d'équilibre mental là-dessus pour dire que je me sens pas seul. Et quand je suis tout seul au milieu de la nuit, je me sens jamais seul. Au départ, je me sens tout à fait inconfortable, mais j'arrive à construire un environnement mental qui me renforce et puis qui me permet d'avancer là-dessus. Je disais, oui, on va moins vite. Quand vous avez des étapes dans certains 1200 ou même des 600 qui dépassent les 100 km, 100 km de nuit, c'est beaucoup plus long que 100 km le jour. Dernièrement, dans la Flèche, on a fait 144 km, une étape, un marque de Saint-Jovite jusqu'à Namur. On était en groupe, il fallait s'assurer qu'on ait à bouffer parce que même si Pas on dans est quel dans la nuit, d'habitude on ne mange pas la nuit, mais là on fait un effort, il faut manger. Il faut s'assurer d'avoir de l'eau et il faut s'assurer de mesurer notre effort, de lisser notre effort, de ne pas forcer trop. Il ne s'agit pas de bunker au milieu de la nuit et puis de dire j'ai besoin d'aide. Donc il faut y aller en un minimum de sécurité.
Mais de penser au déjeuner qu'on va s'offrir, comment il va être merveilleux ce déjeuner-là. Se donner des objectifs du positivisme dans l'esprit. Et moi, je trouve passer la nuit seul, c'est toujours je me tape une tape dans le dos en disant, Fred, tu as fait quelque chose de bien, là. C'est rare qu'on puisse faire ça. Puis tu l'as fait, souvent, de plus en plus, je le fais seul. Et puis, ça me donne, ça me renforce mon mental pour finir après la suite, là, je veux dire par là. Euh, mais maintenant, je m'arrête plus. Il m- je me rappelle, enfin, je m'arrête plus. Quand je dis je m'arrête plus, les derniers 600, celui en US, j'étais frigorifié, j'étais obligé de me mettre dans le bois pour me. Mais là, personne n'avait prévu que les températures tomberaient quasiment à zéro. Et puis, on était quand même des gens qui supposaient être avertis de prendre soin, d'être précautionneux. Puis je pense que tout le monde qui ont traversé de nuit, à part un qui a passé la nuit, les autres, on était quatre à passer la nuit direct. Il n'y en a pas un qui l'a passé directement. On était obligés de tous s'arrêter pour attendre que le jour se lève parce qu'on était frigorifiés. Euh, donc, Qu'est-ce qu'on peut dire sur les stimulants, sur le café, sur les choses pour nous maintenir éveillés? il faut faire attention parce que déjà, quand prend trop de café, ça Ça peut brûler déshydrate. l'estomac. Ça peut créer une arythmie cardiaque. Il ne faut pas oublier que le corps, il est quand même sous stimuli par l'effort depuis des heures et des heures et des heures. Donc je dis pas c'est mauvais. Moi, je me tolère, je m'accepte une pilule de wake up call, wake up OK. les pilules de caféine, là. Et puis j'essaie de la prendre le plus tard possible dans la nuit quand j'en prends. Il m'est arrivé de ne pas en prendre du tout. Euh, je Ça pense que correspond à quoi, soit comme dose? C'est équivalent à quoi? Un la caféine, espresso? c'est une surdose de caféine. C'est assez fort, quoi. Ça, c'est fort. Mhm. Donc, ce qui fait que ça permet de stimuler, mais tu n'as pas t'as pas la brûlure d'estomac du café. Et puis, c'est surdosé. Donc, mais t'en prends pas trois ou quatre, t'en prends une pilule. Et puis, c'est pour que ça te faire passer la nuit. Donc, moi, j'en prends pas une à minuit, j'en prends une à 4 heures ou 5 heures du matin quand j'en prends une. Mhm. J'attends que je commence à cogner des clous. Et puis, quand ça commence à cogner des clous, je mange. Je prends une barre, je m'assure que je bois suffisamment, je mets une couche supplémentaire sur le dos, puis si je veux sécuriser mon cou, je prends la pilule pour passer la nuit. Euh, mais donc l'apprentissage de passer une nuit sur le vélo, c'est définitivement, c'est petit à petit. Moi au départ, je Ouais. dormais, je disais, je dormais sur le vélo. Puis si vous dormez, vous arrêtez 2 à 5 heures la nuit, il n'y a pas de problème, faites-le. Je veux dire, pour On là, peut c'est faire pas un, un, on peut faire un petit somme aussi à un moment donné. Un power nap, là, Ah, ça peut faire du définitivement. bien. Moi, j'ai souvent fait des power naps en journée. Hmm. Après avoir passé une nuit, et ça, les power naps, là, c'est magnifique. Alors, on s'arrête 15 minutes, on s'arrête n'importe où, on part, là, on ferme les yeux, on a l'impression que le corps se lève, on a l'impression de voler, de flâner, de voler au-dessus des airs, là. Puis 15 minutes, et puis quand on repart, là, la force physique est quasiment revenue. Ça dure peut-être 40, 50 kilomètres. Après, il faut peut-être recommencer, mais les Hmm. power naps, là, c'est magnifique. Après, il faut récupérer. Ça paraît pas, mais une nuit blanche, là, on vient d'en passer une il n'y a pas tellement Ouais. longtemps avec Marc pour la flèche. Ouais. Bah, moi, ça m'a pris 4 5 jours avant de. Je sais pas toi, Marc, là, mais 4 5 Idem. jours, là, le soir, là, quand ça commençait à 8h, 8h30, il fallait. J'étais sur le point d'aller au lit le soir parce que une nuit blanche, c'est une nuit blanche, hein, je veux dire par Ouais. là. On fait des trucs. Moi, je faisais des machins à l'université que je fais plus aujourd'hui, là. Bon, on prend de l'âge aussi, puis bon, enfin, ça tire de l'énergie sur le corps, puis faut récupérer, là. Fait que faut pas s'étonner qu'on ait besoin de plusieurs jours pour se Ah oui, c'est remettre normal. sur pied, là. Ouais, C'est normal. ouais, Euh, mais Et, c'est ça le sommeil, là. Et puis comme on en parlait au départ, c'est Marc le mentionnait, la semaine d'avant, d'être sérieux au niveau de sa dose de sommeil. Si on a une montre ouais. connectée, d'essayer de regarder sa durée de sommeil, son sommeil profond, le sommeil paradoxal, qui sont les données qualitatives du sommeil. Et puis, de ne pas prendre trop d'excitants, de café, de thé dans la journée si on s'aperçoit que
c'est pas très, très, très bon. Je mentionnais le vin rouge parce que moi, je sais que ça a un impact sur moi. Je dors très mal après avoir pris du vin. Très bien. Bon, ben, j'en prendrai pas, hein, tout simplement. Mhm. Si une bière, ça a l'air d'aller, mais je veux pas trop tester non plus, là. Mais Marc, apparemment, ça fait rien. Lui, ça le stimule, ça lui donne de bonnes, des beaux Ouais, rêves, moi, là. Mais moi, souvent, dans les 600, avant d'aller me coucher, parce on est sur l'adrénaline de redescendre, de dormir. On a comme 4 heures de pause. On espère en dormir 4 heures, 3h30. Ouais. Mais si ça te prend une heure à redescendre de ton adrénaline, ben, hein, c'est du temps de sommeil. Moi, mon truc, c'est je vais me prendre une bière et Ça je vais aide. me coucher, ça me prend 2 minutes, je m'endors. Au lieu de tourner Super. 1 heure dans mon lit, ben, je vais Ouais. avoir pris une bière, puis je relaxe en même temps et je suis assis sur un banc. Fait que ça fait une différence. La selle de vélo versus le lit tout de suite, ben, il y a une progression, là. Mais il y a des gens qui en prendront pas, mais après ça, c'est toutes les questions. Ouais. Je non, trouve mais que c'est une c'est une belle bonne, c'est une finale. bonne idée. Moi, parler de la bière, le temps s'étire. On est rendu à 1h05. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure, pour terminer ce petit tutoriel sur le premier 600 kilomètres? La seule chose que moi, je pourrais rajouter, c'est que le 600 est un tremplin vers le 1200. On arrive dans 2 ans donc à Paris-Brest, hein. Vous faites un 600, vous êtes capable de faire un 1200. C'est pas 2 fois plus compliqué. Je veux dire par là, c'est pareil, on lisse l'effort. Si on est au 400e, 500e, 600e kilomètre, vous aurez exactement le même type d'impact sur votre sensibilité au 700, 800e, 900e kilomètre. Donc, on s'approchera du 1200. Donc, un 1200 est pas, à mon avis, dans ma perception à moi, 2 fois plus dur qu'un 600. Non, pas du tout. Il est plus long, évidemment, mais c'est la sensation qui va demeurer plus longtemps, en fin de compte. Donc, et puis, après avoir fait un 600, le premier 600, on s'en rappelle. Je veux dire par là, le premier 600 est un Graal déjà qu'on obtient. On se dit, on est capable d'arriver à un certain niveau. Il y Oui. a peu de monde peu de monde ne veut pas, ne le font, mais je suis sûr qu'il y a énormément de monde qui sont capables de le faire. Après, il Oui. faut le vouloir. Ça, c'est une histoire de volonté et Ouais. puis C'est dans la d'appréciation. tête. C'est dans la tête d'abord que ça se construit tout ça. Parce que je peux bien en témoigner, là, moi qui m'a pris tellement de temps pour le faire, là. Mais Marc, peut-être pour conclure, Oui, ben Fred, il disait, tu te rappelles toujours de ton premier 600. Mon premier 600, moi, je vais m'en rappeler toute ma vie, c'est en 2013 à Mégantic lors de l'incident. Ça Ah a oui, été mon, oh, ça a le été mon grand feu. premier 600 qu'on est wow. rentré à Mégantic. Bon, mais tout le monde se rappelle de l'incident à Mégantic. Mhm. Euh, 600, c'est pas dur. Ce qui est dur, c'est le 400 km. Si vous êtes capable de faire un brevet de 400 km, vous êtes capable de faire un 600. Le 600, normalement, on dort. Sauf exception, on va dormir. Mais Mhm. si vous êtes capable de faire un 400, euh, le 600 est beaucoup, beaucoup plus facile que ouais, c'est ça, que, que 400 km. Seulement des chiffres, hein, c'est un village à la fois et LSD, Long Slow Distance. Très bien, ça conclut bien les choses, puis ça donne de l'espoir, effectivement. Lorsque on a réussi à faire un 400, le 600 est juste devant, on Ah, y est presque. ah, Bref. et il y a un truc, don't scratch at night. Scratch, ça veut dire on n'abandonne pas la nuit. On n'abandonne jamais la nuit. C'est pas, on n'est pas dans un état normal. Mhm. On vit pas de nuit, on vit de jour et on se retrouve dans une période de temps que c'est pas notre temps normal. On n'abandonne jamais la nuit. Mhm. On va se reposer, se coucher, manger, mais on n'abandonne pas la nuit. Très Don't bien. scratch at night. Et on Ouais. repart le lendemain, puis on le termine, ce 600-là. C'est ça. Avec le Super, lever du soleil, ça va très bien. Partir oui, avec le lever du soleil. Ouais. super. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Je souhaite qu'ils seront nombreux et nombreuses, ceux qui vont voir cette vidéo-là, en tout cas, qui vont se joindre à nous pour faire ces longues distances-là, 200, 300, 400 et 600, et même, bon, on a un 1000 aussi dans le club, et bref, tout ça vers peut-être des distances encore plus longues. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Merci Marc, merci au débat. Ah, merci Fred. Bientôt.